qui est la porte ouverte sur l'extérieur de l'ANSSI. Et aux côtés de lui, ma mission, c'est d'une certaine façon de créer une plateforme d'appontage de l'agence dans la sphère territoriale et de faire en sorte, si tout va bien, que cette sphère territoriale soit demain aussi un pont d'envol pour les injonctions et les accompagnements de l'agence en matière de cybersécurité dans le monde territorial. On va parler de NIS2 avec Mona Trégaillard, on est ravis. Alors Mona, vous faites partie de notre comité de pilotage, vous faites partie des groupes de travail du CSF et de beaucoup de choses. Je vais donner juste une petite partie de votre fonction. Allez, conseillère territoriale, développement numérique, pleine commune, Grand Paris et délégué innovation digitale et Pigny-sur-Seine. Vous êtes dans beaucoup de collectifs, vous parlez de cybersécurité, c'est votre cheval de bataille. Quelques mots sur pleine commune ou Grand Paris? Permettez-moi juste de saluer les élus de Rennes Métropole et Yann Inomé et Sébastien, parce que vous avez réussi, et puis jamais 203, Paul-André, toujours là, donc Paul-André Pincelin, pour cette belle réussite, parce que c'est les 10 ans, et même à vous, parce que vous êtes aussi fidèles à ces sessions, qui ont permis aussi de créer du lien avec l'ensemble des acteurs et qui ont réussi à faire de Rennes Métropole un acteur incontournable et un rendez-vous incontournable de ces sessions. Alors, merci en tout cas à vous. Ensuite, alors, le territoire de pleine commune, c'est la plus ancienne communauté d'agglomération d'Île-de-France. C'est 450 000 habitants. C'est 140 nationalités, c'est terre des JOP 2024 et c'est aussi terre de la culture, de la création, et j'y suis élue depuis 2014. Alors, on doit, faut que je vous le dise, rendre la nef à 17h30 précise. Donc voilà, on a du temps devant nous, mais on a un sujet important à traiter. Gilles, tout notre écosystème attend beaucoup de NIS2. Pouvez-vous rappeler l'esprit de cette nouvelle directive? Difficile de synthétiser l'esprit de nous à plusieurs heures. Je suis sûre que vous pouvez le faire. On va faire de philosophie. Je pense qu'il y a un mot, une expression chapeau, c'est face à une menace massifiée, opposons une défense massifiée. Et c'est peut-être ça l'esprit de la directive, qui a été fortement impulsée par la France au moment de la présidence européenne. Et c'est une façon de dire que chaque État dans l'Union doit massifier sa cybersécurité, massifier la cybersécurité évidemment des opérateurs essentiels, et ça c'est déjà à l'œuvre, des opérateurs vitaux, mais passer à ce qui est la continuité de la nation, quelque part la cybersécurité de la vie quotidienne, et pour cela c'est emporter plusieurs écosystèmes, élargir ces obligations de cybersécurité depuis les grands opérateurs vers ce qui fait le quotidien, je le redis, en créant de nouveaux secteurs d'éligibilité de cette montée en maturité. On a créé 18 dans cette directive. Ça nous amène à beaucoup de compétences des collectivités territoriales. Ça a été évoqué cet après-midi, l'eau, l'énergie, les déchets, les transports. Et donc on est dans cet esprit-là d'aller plus loin dans cette sécurisation avec une série d'objectifs de sécurité qui sont portés en amont du texte et qui rappellent que tous les secteurs sont tenus à monter en maturité. La France a fait le choix d'ajouter les collectivités territoriales dans ce secteur indispensable dans la continuité de la nation. On en est ravis. Alors Mona, vous qui avez connu les JOP, belle marche à franchir, comment vous avez accueilli l'annonce de NIS2 qui concerne dorénavant les collectivités, en tout cas votre collectif? Alors effectivement, NIS2 c'est très très attendu par les collectivités territoriales, notamment dans son volet d'accélération de cybersécurité. Et puis ça va aussi dans la continuité de ISO 27001 notamment. Donc on ne parle pas non plus d'une feuille blanche, mais on parle aussi d'une capitalisation d'un ensemble d'expériences qui nous permet, à travers l'application de cette directive, d'accélérer individuellement pour arriver à, vous l'avez cité d'ailleurs, arriver à une protection plus globale en matière cyber. Cyberespace, monde réel, même espace aujourd'hui, pas de différence. On ne pense pas à un plan de sûreté comme on le pensait il y a quelques années. On a l'arrivée des plans de cybersécurité, donc il faut vraiment avoir une approche, c'est ce qu'on a avec le CSF Industrie de la sécurité, puisque avec le GPSN et le contrat de filière Industrie de sécurité, on est parti voir un petit peu dans toute la France ce qui se passait en matière de cybersécurité notamment, et il
des services essentiels, auxquels je rajouterai notamment, a été évoqué l'assainissement par Jean-Luc Salaberry, mais on a aussi bien entendu l'éclairage, qui historiquement aussi en matière de sécurité plus physique, il n'y a plus de lien, on gère avec des centres de supervision et il faut qu'on arrive à sécuriser l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des services qu'on offre à nos citoyennes et nos citoyens. Un bel accueil de Nice 2. Gilles, quels sont les critères pour dire qu'une collectivité est concernée par Nice 2? On appelle ça dans notre jargon des critères d'éligibilité. Je commencerai par dire qu'elles sont toutes éligibles aux attaques. Ça peut être la première information, la première réponse à donner à votre question. Sur ce sujet d'éligibilité, il y a deux entrées en fait, pour les collectivités qui sont dans le PJL, le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, une entrée par statut et une entrée par nature et par objet. Le statut, c'est en fait la dimension des collectivités. Donc les grandes collectivités et les grands établissements publics de coopération intercommunale sont éligibles comme entité essentielle, c'est-à-dire avec le plus haut niveau d'exigence porté par la directive. On va retrouver les régions, les départements, les collectivités d'outre-mer, les métropoles, les communautés d'agglomération, et puis les villes de plus de 30 000 habitants. On va retrouver également, émanant de toutes ces entités, les établissements publics à caractère administratif qui ont un métier qui rentre dans ce que la directive a cité comme activité critique ou hautement critique. On va retrouver les 18 secteurs, enfin pour les collectivités, une partie de ces secteurs déjà évoqués. Et donc, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est pour les syndicats mixtes, pour les établissements publics qui ont un métier unique, un métier principal. Eh bien, on entre aussi dans cette éligibilité comme entité essentielle du fait du métier. On va retrouver à nouveau l'eau, l'énergie, etc., les transports. Et puis, il y a aussi dans cette classification des entités importantes avec un niveau d'exigence moindre, et malgré tout plus soutenu que ce qui est aujourd'hui. Et on va retrouver les communautés de communes, par exemple, toutes les communautés de communes, ce qui posera, peut-être qu'on y reviendra, une question de proportionnalité et de dimensionnement des entités, parce qu'il faut pouvoir répondre à ces exigences. Alors on va passer de Nice 1, enfin on est passé de Nice 1 à Nice 2. Quels sont les grands enjeux pour l'INSI? Il y a un mot qu'on a beaucoup entendu dans la bouche du directeur général, c'est le passage à l'échelle. Les grands enjeux, c'est de pouvoir passer aujourd'hui d'une zone d'intérêt qui est celle des opérateurs à l'importance vitale des ESE, qui va être de 350 ou peut-être plus, entre 300 et 500 entités, à plusieurs milliers d'entités. On parle de quoi, de 15 000 à peu près? On parle de plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Le chiffre n'est pas stabilisé. On a eu quand même une idée à l'agence de ce que ça peut représenter. Et donc il faut pouvoir accompagner ce changement d'échelle nous-mêmes. Ça veut dire aussi avoir une stratégie territoriale adaptée. Et puis il faut aussi tenir compte de cette question de proportionnalité, c'est-à-dire pouvoir avoir une pédagogie de la norme qui ne va pas être la même quand on s'adresse à une métropole comme celle-ci. Celle-ci n'a peut-être pas besoin de beaucoup de pédagogie d'ailleurs, et quand on s'adresse à une communauté de communes de 15 000 habitants. Donc, il y a cette dimension-là, et puis il y a la dimension aussi, les dimensions qui viennent du projet de loi lui-même, c'est-à-dire par exemple le métier, au-delà du métier aujourd'hui d'autorité nationale, le métier de régulateur, de contrôleur, qui est quelque chose de nouveau pour l'agence. Et puis, effectivement, il faudra aussi parce qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes, apprendre à faire, et ce qui nous amènera aussi à d'autres partenariats. Je parlais de plateformes d'appontage et de pont d'envoi tout à l'heure, apprendre aussi à des partenaires à être des vecteurs de l'agence et d'une certaine façon des vecteurs de la loi et de la directive. Mona, vous qui accueillez positivement Nice 2, qu'est-ce qu'elle va vous apporter concrètement? Alors moi, je pense qu'elle va apporter à la collectivité et aux collectivités qui vont être éligibles, elle va leur apporter un savoir-faire, en tout cas une méthodologie et différentes étapes. Et il y a deux choses qui ont été évoquées tout à l'heure lors des précédentes tables rondes. La gouvernance, c'est un pilier fondamental pour savoir comment on gère une stratégie plus globale, moi, de résilience, mais intégrant, je dirais, le volet cybersécurité. Il y a aussi, quand Gilles évoque développer des partenariats. Moi, je travaille beaucoup avec je suis vice-présidente du pôle systématique, qui est un pôle de compétitivité type tech européen avec plus de 900 adhérents.
je m'occupe de l'enjeu de transformation numérique des territoires et on travaille avec eux. Et on a fêté nos 20 ans au mois de juillet et on s'aperçoit qu'on doit s'appuyer aussi sur des nouvelles manières de concevoir les solutions en intégrant ce que j'appelais il y a quelques années ici même le cyberdesign, dont ils se sont emparés et qui eux-mêmes mettent à l'épreuve leurs solutions. Et donc nous collectivités, on doit apprendre au-delà, on doit apprendre à dépenser un petit peu différemment. J'ai aussi la casquette VP du GIP Maximilien, qui est la plateforme d'achat public francilien, donc il y a quand même quelques milliards d'euros d'achat, où on sensibilise, notamment avec Jean-Luc Salaberry, les communautés d'acheteurs pour faire des dépenses. Moi je dis que c'est un investissement, un achat public intégrant le volet cybersécurité, c'est pas une dépense, c'est un investissement, je l'avais même dit ici il y a quelques années. L'idée c'est comment on dépense différemment et essayer d'anticiper, on connaît tous les trucs type anticiper, sensibiliser, former, mais c'est aussi apprendre à nos écosystèmes à développer des solutions pour les collectivités et pas que, qui assurent et qui anticipent les risques cyber en mettant à l'épreuve leurs solutions. Moi, j'ai été agréablement surprise en juillet où de nombreuses solutions qui concernent justement les services dits essentiels, transport, mobilité, assainissement, éclairage, intégraient gestion des déchets, c'est aussi quelque chose d'important, quelque chose de très crucial. Ils se sont emparés du sujet et ils nous proposent des solutions. Et je pense qu'il faut qu'on aille la prochaine étape avec là. C'est l'argent public, la commande publique doit s'attacher à promouvoir des acteurs made in France. C'est d'actualité d'ailleurs. Made in France pour pouvoir justement avoir du développement économique, favoriser nos savoir-faire et puis les utiliser et réduire le risque cyber au sein de nos organisations. Gilles, comment vous allez gérer le déploiement NIS 2 au niveau des collectivités? Il y a plusieurs façons de prendre cette question. Je parlais tout à l'heure de la diversité des entités, c'est une première clé de réflexion. Je dirais que d'une certaine façon, l'accompagnement de l'agence de ces entités et des entités territoriales a déjà commencé. Il a déjà commencé parce qu'on a souhaité travailler en amont de la rédaction du texte, au cours de la rédaction du texte lui-même, pour lequel l'agence tenait une plume assurée, associer les collectivités territoriales. Collectif. Absolument. Et on a quelque part prouvé le mouvement par la marche en ayant cette volonté d'information, de transparence et de remontée d'informations et de commentaires des associations, des fédérations d'élus. On est allé également proposer de créer dans chaque association nationale des groupes contacts qui permettent au DSI, au RSSI et à quelques DGS des collectivités, des départements, des régions, des intercommunalités de pouvoir vivre avec nous la montée en construction de la phase réglementaire, puisqu'après la loi, les 9 mois qui suivront à peu près approximativement, ce sera le temps de produire les règlements, les décrets, les textes divers et variés. Donc on est déjà dans cet accompagnement en essayant avec ses partenaires d'avoir des textes qui soient intelligibles, opérationnels et rapidement tableux. Et puis, il y a d'autres façons d'accompagner, c'est de se rapprocher de la réalité du texte avec des outils qui sont aujourd'hui produits par l'agence. Je pourrais citer ce que le lab chez nous a produit dernièrement, c'est mes services cyber, qui est une interface numérique qui permet d'avoir quelque part le vadémécum général de l'ANSSI, c'est assez prodigieux, je le regarde moi en tout cas avec des yeux admiratifs, d'avoir l'ensemble des informations, les MOOC, les guides qui ont été cités tout à l'heure, d'avoir accès à des informations sur les exercices, j'en dirai un mot aussi, de pouvoir aussi, dans le cadre de la promulgation de la loi, demain, enregistrer son entité, et ça sera le cas également pour les collectivités territoriales, pouvoir déclarer les incidents, pouvoir suivre la montée en compétences de sa structure. Donc, voilà, des outils de guidance, du réseau et de quoi monter les marches progressivement, et pour l'instant gratuitement, avec les outils de l'agence. Et puis il n'y a pas que nous, quand je disais faire, sur le volet des collectivités territoriales, il faut citer le travail du code cyber du ministère de l'Intérieur, et puis de cybermalveillance, qui est une incubation heureuse de l'agence, et qui aujourd'hui a la place que l'on sait dans la sensibilisation et dans le rayonnement des sujets cyber dans le grand public,
et dans le monde des collectivités territoriales. Alors, Mona salue tous les ans effectivement le travail de l'ANSSI, du Code Cyber, de cybermalveillance, et on ne les oublie pas dans ce collectif, bien entendu. Mona, on a la directive NIS 2 maintenant. Qu'est-ce qu'il vous faudrait au niveau des collectivités pour accélérer la mise en œuvre de NIS 2 à venir? Il y a deux éléments essentiels. Je crois que c'est le sujet de toutes les collectivités aujourd'hui et même au national sur plein d'autres sujets. C'est le budget, comment on va gérer les financements pour mettre en œuvre NIS 2. C'est un vrai sujet. Donc ça, c'est le premier volet, et je dirais c'est la colonne vertébrale, hein, c'est un des piliers, parce qu'on a besoin de ressources humaines, mais aussi on a besoin de ressources financières. Et puis les ressources, on a un vrai sujet de compétence. J'entendais le représentant de Schneider qui parlait tout à l'heure. Et puis Cocorico, on a nous gagné récemment un projet dans des temps qui sont, on le sait, contraints financièrement, qui a été remporté il y a quelques mois, avant qu'on ait notre nouveau Premier ministre. On a eu un projet sur les créations d'un campus pour justement former des experts cyber pour toute l'industrie, pour ce secteur si sensible qu'est l'industrie. Après l'assistance cyber qu'on a eu et qui rejoint un petit peu le référent cyber que vous nous avez présenté, qu'on avait créé il y a quelques années. L'idée, c'est de déployer et puis s'assurer que les ressources humaines, enfin nos agents, nos ressources, elles aient des bons niveaux de compétences, que j'appelle moi le savoir-faire numérique, mais aussi le savoir-être numérique, que vous avez si bien mis en avant, avec notamment Jérôme Colli, et puis l'impact que ça pouvait avoir sur les ressources humaines. Je crois que c'est les deux éléments les importants. C'est le moment de conclure. On aura bien sûr l'occasion l'année prochaine de revenir avec de nouveaux sujets, et on reparlera de NIS 2. Un mot de conclusion, Gilles, évidemment, peut-être déjà de votre côté. Ça va être assez difficile d'avoir une conclusion qui emporterait un peu le passif de M. Touré, parce que je le découvre. C'est vrai, on est ravis et on espère que ça va. Je le cache, le fait que je sois un petit jeune de l'ANSSI. Comme je vais parler du passé, je vais peut-être dire un mot sur ce que je pressens de l'avenir. Et je vais faire le contrepoids de ce que le vice-président de la métropole disait en ouverture. Je vais parler du verre à moitié vide. Et je vais m'adresser à la gouvernance d'une certaine façon, puisque, désolé, mais il faut bien y revenir. Je vous renvoie au scénario dimensionnant de la stratégie nationale qui évoque une situation très compliquée devant nous, à l'horizon 2030, qui met en cause des combats de haute intensité sur le sol européen ou pas très loin, et qui, dans cette simultanéité d'événements difficiles, voit se développer les guerres hybrides. Et dans les guerres hybrides, nous avons évidemment les cyberattaques des institutions, des entreprises et des objets, ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, je pense que dans cette perspective, parce qu'il faut parfois ne pas évincer l'arbre qui cache la forêt, il y a encore beaucoup de travail devant vous, ici à Rennes, pour sensibiliser, pour montrer les bonnes pratiques et pour interroger aussi peut-être, et ça c'est une suggestion, on a parlé beaucoup de la résilience ou de la résistance organisée ici à l'échelle nationale. Ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins européens. Certains ont déjà transposé la Je pense à la Belgique qui est très en avance. Et donc ce serait peut-être une sorte de droit comparé de la résilience des institutions et des collectivités, qui pourrait être un sujet pour cet bel événement dans les années qui viennent. Voilà. Alors, j'ai cité le général Boger. La peur ne fait pas fuir le danger. Il ne faut pas se demander quand est-ce qu'on va être cyberattaqué, mais plutôt sommes-nous suffisamment préparés à affronter cette phase-là. Et puis je finirai tout simplement par des remerciements authentiques et sincères auprès de l'ensemble pour avoir travaillé avec eux depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a Eric Hazan aussi que j'ai croisé aujourd'hui, l'ANSSI, acteur majeur, le COP Cybergente avec Cybermi maintenant, avec le ministère de l'Intérieur et tous ceux qui œuvrent au sein des CSF pour faire qu'on arrive à créer ensemble, je dirais en lettres majuscules ensemble,
une cyberprotection de nos services essentiels de notre nation et d'humblement contribuer à obtenir notre souveraineté et à défendre, je dirais, nos savoir-faire et nos savoir-être numériques au niveau national et international. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, JO collectif, il est temps de clôturer et je vous dis un grand merci de votre présence pendant cet après-midi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit pour les ateliers, des groupes de travail. Et on se retrouve l'année prochaine, même nous proposer des sujets. Merci beaucoup pour votre attention et à l'année prochaine. Au revoir.